les enjeux majeurs de ces dialogues? Est-ce nécessaire? Qu'est-ce que ça va résoudre? Qui vont prendre part au dialogue? Quand et comment? Sans plus tarder, nous allons l'accorder 15 minutes pour une introduction panoramique qui fixe les articulations majeures de réflexion de notre invité à ces sujets, après quoi interviendront les questions des honorables parlementaires. Monsieur Mbikaï, vous avez la parole pour votre allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je veux d'abord vous féliciter. Féliciter votre initiative. Parce que de nos jours, les jeunes passent tout leur temps à parler musique, à parler de la mode, mais vous avez pris une bonne initiative de créer un espace d'échange où on peut parler des grandes questions de la République. Et je soutiens à 100% cette initiative. Et je la soutiendrai encore, même quand je ne suis pas invité. Et par moment, je peux vous donner un coup de main, un coup de pouce, pour vous permettre de le faire dans un cadre un peu plus agréable, où ça ne chauffe pas, comme je le sens ici. Vous m'avez demandé d'exposer sur le dialogue entre les Congolais, enjeux et perspectives. Je vais en parler sur d'abord le plan étymologique, sur le plan politique et sur le plan épistémologique en ce qui concerne les dialogues politiques en République démocratique du Congo. D'abord, le mot dialogue est emprunté du grec ancien, dia qui veut dire à travers, logos qui veut dire parole. Et il s'agit donc de l'échange de paroles entre deux ou plusieurs personnes. Et c'est une vertu, le dialogue, parce que nous les vivons tous les jours. Sans dialogue, il y aura des émeutes, des troubles. Je donne l'exemple, quand vous êtes au marché, il y a plein de gens. Quand vous marchez, comment est-ce qu'il y a de l'ordre et les gens partent en de foule? C'est parce que les gens dialoguent automatiquement par de gestes. Quand quelqu'un vient, vous savez comment faire pour laisser la place pour qu'il passe. Vous avez dialogué. Donc, le dialogue, nous le vivons tous les jours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on entend par dialogue sur le plan politique? En politique, le dialogue veut dire une concertation entre les tenants du pouvoir, l'opposition et la société civile a envie de trouver des réponses à cette question majeure qui se pose et pour maintenir la paix et la concorde nationale. En principe, dans une démocratie, ce dialogue se fait au sein des institutions où tout le monde est représenté, où il y a les gens à qui le peuple a conféré le mandat de parler en son nom. C'est à ce niveau-là. Vous voyez, il y a eu en France une crise gouvernementale. Les gouvernements se sont succédés, sont tombés parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois après. La classe politique française a cherché des solutions au sein des institutions. Il arrive des fois qu'en Belgique, qu'on fasse toute une année sans gouvernement parce que les gens ne s'entendent pas. Ils se battent au sein des institutions pour avoir des solutions. Et d'ailleurs, pour le moment, Bruxelles
n'a pas de gouvernement régional, mais ils sont en train de discuter. Ils ne sortent pas du cadre légal pour aller chercher des solutions en dehors des solutions démocratiques. Parce que ce sont les gens, c'est le peuple au fait, qui discute. Comme tout le monde ne peut pas aller dans la salle pour parler, on délègue les pouvoirs aux gens qui peuvent débattre ces questions et trouver des solutions conformément aux lois de la République. Alors, sur le plan épistémologique, le dialogue au Congo a une autre connotation. Et vous le savez, au Congo, quand on dit dialogue, cela implique que les gens se rencontrent dans une salle pour discuter en dehors du peuple et aboutir au partage du pouvoir. Quoi que l'on dise, en politique au Congo, quand on dit « allons dialoguer », cela veut dire qu'allons discuter pour aboutir à un partage du pouvoir. C'est un secret de polichinelle. On ne dit pas assez, mais c'est ça, la vérité. Et ces dialogues, on les a connus plusieurs fois. Nous avons connu le dialogue intercongolais à Sun City, où moi, j'étais participant. Et que dis-je encore? Il fallait commencer par la conférence nationale souveraine des années 92, où moi, j'ai été délégué. Et d'ailleurs, j'avais environ votre âge, j'avais 28 ans. Donc, j'ai pris part à la conférence nationale souveraine, qui avait pour objectif de pouvoir rompre avec le passé dictatorial, avec le passé des partis uniques, instaurer la démocratie. Pourquoi ça a eu lieu? C'est parce que, en ce moment-là, le mandat du président Mobutu était déjà arrivé à terme. Donc, il n'avait aucune légitimité. Il fallait gérer une période transitoire avant d'aller aux élections. Et on disait d'ailleurs que nul n'ait gagné les élections. Il nous fallait un partage équitable, équilibré du pouvoir. C'est comme ça qu'on avait mis sur pied une transition. Cette transition a été bouleversée par l'arrivée de l'Ardel, parce qu'on était déjà en train d'aller vers les élections. Nous avions un acte de transition, n'est-ce pas, qui avait mis sur pied des gouvernements successifs. Il y a eu Laurent Tshisekedi, il y a eu Mongolo Diaka, il y a eu Birindoa, il y a eu Ken Wadondo, et que ces gens encore. Et après ça, nous avons connu aussi le dialogue intercongolais de Sun City. Pourquoi ce dialogue? C'est parce que on avait affaire à un pouvoir légitime de Kabila, Joseph, qui avait remplacé son père après son assassinat. Et le pays était divisé. Il y avait un côté dirigé par le RCD, l'autre par le MLC, RCD KML, ainsi de suite. Pour arriver à réunifier le pays, il fallait un dialogue. Et surtout que le pouvoir était contesté du fait que c'était un pouvoir issu des armes. On a discuté à Sun City. Et on a eu, après, des élections transitoires. Moi-même, j'étais aussi député de transition. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que je suis au Palais du Peuple depuis 92, de façon successive. Je n'en pars que quand je pars à d'autres fonctions exécutives. Et après, je rentre, soit par négociation, soit par élection, parce que j'ai été élu à maintes reprises. J'aurais pu être élu en 2006, mais ce n'était pas aux élections parce que j'étais mandataire public. J'étais administrateur, directeur technique à l'ONATRA. Et arrivé en 2011, j'étais candidat à Tchangou et j'ai été élu. En 2018, j'étais candidat à Mwamba et j'ai été élu. Et en 2023, j'ai été candidat à Mwamba encore et j'ai été élu.
en 2028, et que dis-je, 2030, parce que c'est très sûr, il n'y a pas d'élection en 2028, en 2030, je serai sûrement candidat, c'est pas moi, à Funa, et je serai encore élu. Voilà, j'ai fait la parenthèse. Alors, il y a eu cette transition qui nous a amenés aux élections de 2011. Et après l'élection, nous avons eu un pouvoir légitime qui était incarné par Joseph Kabila. À l'approche de son mandat, comme deuxième mandat, comme il n'y avait pas des élections, il fallait voir comment gérer la période de vide juridique. C'est comme ça qu'il a convoqué ce dialogue qui était d'abord à la Cité de l'Union africaine, dont j'étais aussi membre. Et après ce dialogue, ça n'a pas tellement tenu, parce qu'une partie, la classe politique l'avait contesté, dont l'UDPS. Et c'est comme ça que le président Kabila confia cette mission à la CENCO de pouvoir conduire encore ce dialogue, auquel il a aussi participé. C'est à l'issue de ce dialogue que j'ai été nommé ministre de l'enseignement supérieur universitaire par 2 fois. Et il y a eu élection. J'ai été élu aussi. Et c'est comme ça que j'ai été aussi ministre des actions humanitaires et sécurité nationale sous le régime du président Tshisekedi. Et aujourd'hui, il y a encore, vous voyez que tous ces dialogues aboutissent toujours à un partage du pouvoir, que ce soit conférence nationale souveraine. Et là, j'avais raté d'aller au Parlement de transition parce que il fallait avoir 30 ans pour y aller. Moi, ça n'avait que 28 ans, vers la fin, 29 ans. Je n'étais pas parti. Et maintenant, après le dialogue de la CENCO, il y a eu une transition. À la fin de la transition, il y a eu des élections qui ont conduit le président Tshisekedi au pouvoir. Et par la suite, vous savez qu'il y a eu cette période d'agression qui a commencé. Maintenant, le contexte d'aujourd'hui est-il le même avec le contexte de 92? Est-ce qu'il est le même avec le contexte de 2018? Contexte de 2018? Que non. Parce que la différence est qu'aujourd'hui, nous avons affaire à un pouvoir légitime issu des élections, dont le mandat, ou encore, je vous ai dit, quand les institutions sont légitimes, les problèmes sont résolus au sein des institutions qui ont le mandat populaire. Mais quand ils n'ont plus de mandat, eh bien, on cherche à avoir une légitimité consensuelle de la classe politique pour diriger. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons un chef de l'État qui a un mandat qui court. Nous avons les députés nationaux, les sénateurs qui ont les mandats qui courent aussi. Et on parle de dialogue. Est-ce que ce dialogue est opportun ou pas? Est-ce que ce dialogue peut arriver à résoudre le problème de l'insécurité dans l'Est, dans notre pays ou pas? Voilà la question fondamentale. Alors, il faut définir la nature de la guerre. Il peut y arriver dans un pays que les filles et fils d'un pays prennent les armes pour contester un pouvoir dictatorial qui veut le droit de l'homme, ainsi de suite. En ce moment-là, il faut une concertation avec ces fils du pays pour trouver la solution, pour les entendre, n'est-ce pas, afin de marcher dans l'harmonie. Mais ici, est-ce que nous faisons face à une rébellion créée par les dignes filles et dignes fils de la RDC? Que non, pas tout le monde est d'accord que nous faisons face à une agression étrangère, agression du Rwanda. Et que tous les dialogues qu'on a eus n'ont pas résolu durablement les problèmes. Le dialogue de Sun City, on a eu des institutions, tout ça. Et après, il y a eu une rébellion du RCD. Voyez-vous? Et
Il y a eu un dialogue de la CENCO. Après, il y a eu M23. Parce que le problème majeur n'est pas résolu. Je veux chuter, honorable Steve. Aujourd'hui, nous avons le M23, dont le respectif du Rwanda, n'est-ce pas? Avec des objectifs différents, des marionnettes et du tirage de ficelles. Le tirage de ficelles a été clair. Et je félicite le président Tshisekedi qui a acculé Kagame jusqu'à avouer que c'est lui l'agresseur. Ce n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, Kagame a été clair qu'il revendique les territoires de la RDC. Et c'est d'alors dont on parle, par social, que sais-je encore. Est-ce que, quand on va se réunir entre Congolais, Kagame va arrêter l'agression? Que non. Parce que lui veut avoir le territoire. Mais ce dialogue peut peut-être permettre à ce qu'il y ait une cohésion entre Congolais, n'est-ce pas? Si Nanga s'est répanté et les autres, il s'est libéré des jeux du Rwanda. Là, on peut avoir un dialogue pour que tous, on parle d'une voix contre le Rwanda, n'est-ce pas? Mais nous réunir aujourd'hui entre acteurs politiques, est-ce que, après le dialogue, si je me dis qu'elle va prendre une char, Fayoulou prendre une mitraillette, et les autres prendre des roquettes pour aller au front? Que non. C'est qu'on doit faire maintenant. On doit profiter de la présence de l'RDC au Conseil de sécurité de l'ONU pour renforcer le mandat de la brigade d'intervention de l'ONU, donc de MONUSCO, pour qu'ensemble, avec les FARDC, on traque les M23, mais aussi donner la mission de traquer soi-disant le RDLR, parce que c'est un fonds de commerce imaginaire de Kagame. Ils n'ont jamais attaqué le Rwanda, rien du tout. Mais c'est une menace pour le Rwanda. Cette brigade peut défaire le M23, parce qu'en 2013, on avait défait le M23 sans dialogue. Parce que la brigade avait été passée au chapitre 7 de la charte de l'ONU pour combattre avec les FARDC contre le M23. Et le M23 a été défait. À mon sens, c'est ce qu'on doit faire. Et après, maintenant, quand on aura bouté dehors l'armée rwandaise, quand on aura défait le M23, en ce moment-là, j'estime qu'il peut y avoir un dialogue pour gérer la période transitoire. Comme je vous ai dit, je suis très sûr qu'il n'y aura pas d'élection en 2028. Et c'est tout très clair. On n'a pas commencé à le préparer. Ça prend du temps. Les finances, le calendrier et autres. Donc, il y aura sûrement une transition. En ces moments-là, le dialogue va se justifier parce qu'il faudra alors gérer de façon consensuelle la période qui va suivre la fin du mandat. Donc, je vais chuter par là. J'avais encore beaucoup de choses à dire, mais il faut le temps. Mais avant de finir, j'ai dit que le débat qui doit préoccuper la jeunesse aujourd'hui, doit tourner plus. J'ai oublié quelque chose. Par rapport à toutes ces rébellions successives, j'ai proposé des réformes constitutionnelles qui doivent faire qu'on arrête avec les vocabulaires d'emprunt, majorité, opposition. Parce que ici chez nous, les gens ne sont pas prêts à faire l'opposition. Tout celui qui a perdu aux élections conteste et demande un dialogue ou prend les armes. Je veux qu'on remplace ces concepts par les concepts fausse politique dominante et faute politique minoritaire. Et que les deux exercent le pouvoir au prorata, n'est-ce pas, de leur poids politique à l'Assemblée nationale. Vous verrez qu'il y aura trop de contestations. Il n'y a pas de contestation, parce que tout le monde va gérer. Mais comme on fait du copier-coller des constitutions occidentales, voilà que ça ne cadre pas avec notre concept du pouvoir. Parce que chez nous, tout le monde doit participer. Dans l'arbre à palabre, le chef est entre tout le monde participer. Au lieu que certains soient dehors comme opposants, ils prennent les armes, il faut les intégrer au prorata de leur poids politique. Je disais, le débat qui doit plus préoccuper la jeunesse aujourd'hui, c'est l'accord qui a été signé entre les États-Unis et la RDC. Parce que là au moins, il y a de l'espoir pour la jeunesse. Tous les étudiants aujourd'hui, tous, bientôt vous allez finir, mais vous serez à 90% de chômeurs. Wir glauben, Feierabende sind perfekt, frisch zu kochen. En Afrique, vous verrez que tous les chefs de l'État sont désavoués.
au Congo. Mobutu était mauvais, Satan. On croyait qu'après Mobutu, on vivrait bien. Laurent Désiré Kabila est arrivé. On a des avoués aussi. Kabila Joseph, les avoués aussi. Au justice dit aujourd'hui, bonne partie le désavoue. Le problème ne sont pas les hommes. Bien sûr, il y a aussi la mauvaise gestion qui existe. Le problème se situe au niveau du partage du revenu national. Et ce partage s'est fait comment? Par la voie des emplois, du travail des jeunes. Voyez-vous? Or, l'accord là peut entraîner, n'est-ce pas, qu'il y ait des emplois dans une certaine mesure. Mais il faut passer à l'autre étape, quitter l'économie primaire pour l'économie secondaire. C'est-à-dire, au lieu que ces minéraux soient exportés à l'état brut, il faudrait lutter pour qu'ils soient transformés au Congo. En ce moment-là, le pays sera industrialisé. Et quand le pays est industrialisé, on crée de l'emploi pour la population, pour les jeunes. Vous verrez que ça va changer. Parce qu'en Afrique, partout, les chefs sont désavoués du fait que les gens n'ont pas d'emploi. Le revenu n'est pas bien partagé. La classe politique prend tout, comme chez nous. Le budget est consommé essentiellement par la présidence, par la primature, par l'Assemblée nationale, par le Sénat. Et on a multiplié autant de décisions. C'est comme ça que dans les réformes constitutionnelles que j'ai proposées, il faut supprimer ces décisions, notamment le Sénat, Conseil social économique, pour affecter ces moyens, n'est-ce pas, notamment à l'éducation. Vous devez chuter, s'il vous plaît. Alors, je vais chuter. J'avais tellement des choses à dire. Et peut-être que lors de questions-réponses, je pourrais y revenir. Merci beaucoup, honorable président, honorable du bureau et honorable député. Merci beaucoup, mais avant que vous ne preniez place, il y a une relance à chaud. Il me semble que vous soutenez plutôt à la place du dialogue au sens qu'il est proposé aujourd'hui, que la RDC profite de sa position aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire déclencher le mécanisme du chapitre 7. Ne pensez-vous pas que ça va en contradiction avec l'accord de Washington qui a été récemment signé, parce que ces postulats-là pouvaient l'être dans les négociations de Washington. On a été au cœur de la recherche de la paix à Washington. Les États-Unis ont un droit de veto. Pourquoi les négociateurs n'ont pas tout de suite demandé que l'orientation stratégique de la solution à donner au conflit RDC-Rwanda parte de ce point de vue-là, que de partir sur une négociation RDC-Rwanda, sachant que dans le même accord, on renvoie la RDC à discuter avec les groupes rebelles et à les réintégrer conditionnellement dans ces institutions. Il ne faut pas prendre l'accord Washington de façon isolée. C'est un accord qui vient dans une espèce de complémentarité avec d'autres accords. Et là-dedans, on parle de la résolution 2797, là-dedans. Et ces résolutions condamnent bien sûr le Rwanda, sa présence. Et demandent que l'M23 se retire. Donc c'est une complémentarité, en fait. Donc ça ne se contredit pas. L'accord peut bien exister, n'est-ce pas? Mais on doit appliquer les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et comment on fait déclencher, par exemple, le chapitre 7 avec l'accord que nous avons déjà? Voilà, déjà avec l'accord, la résolution qu'on vient de signer récemment. 2803, je pense. Ça a encore renforcé un peu le pouvoir de la brigade. Mais notre présence au sein du Conseil de sécurité comme membre non permanent, si nous négocions bien avec les trois autres États qui sont avec nous pour notre sous-région et que nous arrivons à convaincre certaines puissances qui sont membres permanents, nous pourrons, n'est-ce pas, passer au chapitre 7 de façon tout à fait claire. Et en ce moment-là, ça va aller. Et aussi, je vous ai parlé des missions contradictoires entre Kagame et Nanga. Pour Kagame, si vous lisez bien tout ce qui arrive, j'ai prédit ça. Si vous lisez mes tribunes libres, aujourd'hui, que j'appelle carte blanche, tout est là. Au mois d'avril 2025, dans la tribune libre 77, j'avais décrit ce qui est arrivé. Quand à Kinshasa, tout le monde avait peur, les gens paniquaient, commençaient à fuir. J'ai continué à parler, à dénoncer. Et j'avais dit ce jour-là que Fachi ne tombera pas. Et j'avais démontré que le Rwanda n'a pas de force nécessaire, un nombre de militaires,
et en logistique pour occuper un pays sous-continent comme la RDC. Et que sa mission était d'avoir une partie territoire liée aux besoins de l'annexer. Pendant que les Nangas rêvent, ils croient qu'ils peuvent marcher sur Kinshasa pour prendre le pouvoir. Ce qui est une impossibilité mathématique. Parce qu'ils ne vont pas mettre toute l'armée au Congo et avoir aussi des bases arrière. Le Rwanda va s'évider, c'est pas possible. Donc, voilà un peu, monsieur honorable président. Pour finir, oui. Si vous vous tenez au chapitre 7, est-ce que ça veut dire que l'accord de Washington, finalement, ça ne produira rien en termes d'exécution? La RDC ne devrait pas s'y tenir, parce que nous avons un accord avec le Rwanda qui doit être exécuté. La mise en œuvre doit commencer, les CONOP, c'est tout ce qui va avec. Maintenant que vous proposez plutôt qu'on déclenche le mécanisme du chapitre 7, ça veut dire qu'il faut taire l'accord de Washington. Parce que l'accord de Washington n'est pas très complet. Dans cet accord, on semble donner mission de défaire l'FDLR à la RDC. C'est en tout cas, une partie qui a été mal négociée. C'est un accord que vous soutenez, à fond. Je viens de dire ceci. J'ai dit ceci. Je soutiens, parce que dans tout accord, on ne peut pas tout avoir. Chacun sert quelque chose. Sinon, il n'y aura pas d'accord. Voyez-vous? Et dans cet accord, on n'a pas parlé, on donne cette mission, n'est-ce pas, à la RDC. Et moi, j'ai dit qu'il faut que la mission soit donnée à la brigade, n'est-ce pas, d'intervention de l'ONU, pour qu'ensemble, avec les FADC, qu'ils constatent que l'FDLR, c'est de la chimère. C'est une chimère qui est vendue par Kagame pour justifier sa présence en République du Congo. Donc, les résolutions, l'accord de Washington, et que sais-je encore, ça se complète. Merci beaucoup, honorable. Vous pouvez prendre place. Nous allons prendre les questions de parlementaires. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Je vais y répondre en étant là-bas. On va prendre à votre guise une ou deux questions. Vous revenez pour répondre. Mais je vais rester ici pour répondre. Les parlementaires doivent parler là où vous êtes. Ah, d'accord. C'est comme au Parlement, si vous voulez bien. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Bien. Je vais inviter l'honorable Aboubakar. L'honorable Aboubakar Banzolo pour son allocution et l'honorable Exaucé Katumba se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, en scrollant sur les réseaux, je suis tombé sur un tweet. Permettez-moi de lire, honorable Président. Dans les contextes actuels, vous êtes loin du micro, honorable. Merci. Ok. Dans les contextes actuels, les pactes social SCC-5O ne pourra pas aboutir parce que l'une des parties à un dialogue éventuel, l'USN ne fait pas confiance aux dirigeants actuels de ces églises. C'est un tweet du 30 décembre à 13h03 de l'honorable Steve Mbikai. Contrairement à ces tweets, les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, je cite, affirme que les CC et 5O qu'il existe déjà. Excusez-moi, honorable président. J'affirme que Patrick Mouyaya affirme qu'il existe déjà une feuille de route conjointe entre ECC, 5O et Église des Réveils concoctée sous l'égide de la présidence de la République. Monsieur honorable Steve Mbikai, comment soutenez-vous que les CC5O n'ont pas la confiance de l'Union sacrée? Pensez-vous que si le dialogue est exclusivement institutionnel, il bénéficiera de la confiance de toutes les parties? Je dis, honorable président.
Merci beaucoup, honorable Aboubakar. Honorable, vous préférez une question après l'autre ou on peut prendre 2 questions? D'accord. D'accord, vous avez la parole pour éclairer l'honorable Aboubakar. Oui, c'est vrai que j'avais déclaré que ce pas social ne peut pas aboutir. Et il n'aboutira même pas. Parce que notre camp politique, l'Union Sacrée, n'a pas confiance aux évêques de la CENCO et de l'ECC. Pour la simple raison qu'ils ne sont pas l'église au milieu du village. Ils ont un penchant pour la rébellion. Ils ont un penchant pour le Rwanda. On n'avait qu'à voir. Il fait d'une moindre erreur du gouvernement et il monte sur tous les toits pour condamner. Mais quand il y a massacre à Goma, il y a plus de 10 000 personnes tuées, dont les catholiques. Ils n'ont jamais condamné ça. Jamais condamné. Par contre, ils sont parvenus à Kigali avec Kagame, dont ils n'ont jamais dénoncé, n'est-ce pas? Même Kagame s'est dévoilé pour dire qu'il évangile nos territoires. Mais ils n'ont jamais condamné ça. Comment nous, est-ce qu'on fera confiance à des médiateurs qui ont des penchants? Mais aussi, en lingala, on dit, ceux qui n'ont pas bengioté, ils m'ont présenté. Qui les a appelés? De quel droit ils font ce pas social? La compétence et d'attribution. D'où est-ce qu'ils évêques tirent le pouvoir de le faire? Parce que c'est celui qui a le pouvoir légal légitime qui peut leur conférer cette mission. Mais eux se sont présentés seuls. Mais c'est pas normal. Le problème, c'est que dans notre pays, depuis 1992, les évêques ont pris goût au pouvoir. Parce que nous avions fait appel à Laurent Mossengo, à l'époque, Monseigneur, pour diriger la conférence souveraine. Et après, il était même président du Parlement de transition. On a vu les avantages que ça confère, cette fonction-là. Aujourd'hui, ils ont besoin d'être impliqués dans la politique et sont impliqués dans la politique. Et aurait dû dire, pousser, faire des pressions pour que les gens se rencontrent. Pas dire que c'est nous qui devons faire la médiation. La médiation, on doit vous la confier, pas les partis. Or, notre parti n'est pas d'accord. Donc, leur pacte ne va pas aboutir. Maintenant, quand Patrick Mouyaya dit que il fait de route qui a été, n'est-ce pas, élaboré par les évêques et autres, ça corrobore ce que j'ai toujours dit, qu'il y aura un dialogue à l'âge du mandat. Mais vous allez, il va y aller, il y a le temps de délégation, qui va y aller, qui n'ira pas, qui va diriger. Si on avait confiance en eux, pourquoi sont allés voir Lorenzo par le chef de l'État? Il aurait carrément dit écoutez, convoquez le dialogue. Donc, on n'a pas confiance en eux et ils ne méritent même pas cette confiance. Le rôle, c'est parce qu'en politique, leur rôle, c'est de prêcher la bonne nouvelle, qu'ils n'ont jamais prêché d'ailleurs. Ils passent le temps à parler politique dans les églises. C'est pas normal du tout. Or, ce sont les gens respectables qu'on doit respecter. Mais quand vous descendez dans l'arène politique, vous devenez comme nous vous attaquons. Quand vous êtes politicien, vous êtes au-dessus de la mêlée. Donc, je dis ici que leur pas social n'aboutira pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure à Didier Momengi, je suis preneur pour un débat avec lui sur un plateau. Parce qu'il est parmi les artisans de cette social. Je suis preneur pour démystifier ces parties sociales. Parce qu'ils n'ont pas qualité ni compétences pour le faire. Le fond de la question, c'est l'antinomie qu'il y a entre votre famille politique et les actes posés, relayés par le porte-parole du gouvernement. Votre famille politique, l'Union Sacrée, dont la haute autorité, c'est le président de la République, son cabinet a travaillé avec les églises, ils ont mis en place une feuille de route pour un dialogue. Aujourd'hui, on attend, me semble-t-il, que l'ordonnance du président de la République convoquant le dialogue, dont les églises, notamment SCC 5 églises de réveil, seront parmi le médiateur. La question, c'est comment ces consacres-là se fait entre le manque de confiance et le travail plutôt sur terrain vers un dialogue avec ces mêmes personnes que vous dites ne pas être des personnes de confiance. Le chef de l'État avait dit, et d'ailleurs avait raison, qu'il n'y aura pas de dialogue en dehors de lui. Quand c'est lui qui convoque, tant mieux.
Quand c'est lui qui donne les cartes, c'est très bien. Mais il peut le faire avec ceux dont vous n'avez pas la confiance. Et après, les résolutions en principe doivent être entérinées par le Parlement et promulguées par le chef de l'État. Parce que sinon, ça n'aura pas Ça, c'est indiscutable. Mais la question, c'est vous n'avez pas confiance en eux, mais vous travaillez avec eux au moins à ce stade, plus ou moins, parce qu'il y a une feuille de route dont ils sont auteurs, sous l'égide du pouvoir en place. Comment ça se fait? Vous savez ce que signifie diversion? Ce que c'est? Le gouvernement fait de la diversion à l'ECC Cinco? Il dit seulement qu'aller consulter ce que veut dire diversion. Voilà. Vous dites que le gouvernement fait de la diversion avec l'ECC Cinco? Moi, je vous demande d'aller voir la définition de ce concept de diversion, tout simplement.